Merci d'être venus nombreux. Ça fait plaisir de voir que l'absence de neige remotive les littéraires. On va parler ce soir d'une petite obsession personnelle qui est la manière d'évaluer un manuscrit, et en l'occurrence son propre manuscrit, qui est pour moi une question importante, et qui est une question importante pour tout écrivain, parce que c'est en ayant la capacité de s'évaluer qu'on sait si on va dans la bonne direction, et qu'on sait si à un moment on s'arrête et on le publie. Et une autre raison qui tendance à me rendre dingue, c'est aussi une manière, se juger et juger son écriture, c'est une manière de réfuter 95% des avis sur votre manuscrit, et 95% de ces avis sont mauvais ou non pertinents. Parce que je ne sais pas pourquoi, dès qu'on écrit, alors moi j'ai tendance à part aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter, j'ai tendance à ne pas parler de ce que je fais autour de moi, donc je suis assez protégé de ce côté-là, mais des personnes que j'accompagne ont la mauvaise idée de se faire lire par leurs proches, leurs amis, leurs meilleurs amis, leur mère, je sais pas quoi. Et à chaque fois ça donne des résultats catastrophiques, puisque la personne reçoit 10 avis, et 10 avis contradictoires. Il y en a un qui aime le début, l'autre qui le déteste. Une autre personne trouve que l'humour est déplacé, alors que la dernière adore justement cet élément de comique. Et du coup, à la fin, vous retrouvez avec un nœud de commentaires, d'opinions, plus que de jugements avisés. Et dans le pire, vous essayez de plaire à tout le monde, et bien sûr vous plaisez à personne, et vous défaites ce que vous avez fait. Et dans le meilleur des cas, ça vous fait juste perdre votre temps, et ça vous apprend à vous taire quand on vous demande ce que vous faites. Après, vous inventez un métier, vous faites chauffeur de limousine, ou je sais pas quoi, mais ne dites surtout pas. Alors après, c'est bien, dès que quelqu'un en soirée apprend que vous écrivez, tout de suite, alors que on vous accordait une seconde ou deux d'attention, pas plus que l'indifférence moyenne, tout d'un coup, on vous pose plein de questions. Ah oui, mais moi aussi j'écris. Qu'est-ce que tu écris, etc. Faut que je te lise, et commence l'inévitable cycle d'emmerde. Donc surtout, ne dites pas que vous écrivez, sauf à des personnes que vous admirez et dont vous voulez, à raison, l'avis. Et encore, vous n'admirez pas forcément les bonnes personnes, et vous n'admirez pas forcément, même si cette personne a du talent, cette personne n'est pas forcément un bon pédagogue, et au lieu de vous encourager par des conseils avisés et assez explicites et expliqués pour vous guider dans le processus d'écriture, si elle n'a pas toutes ces qualités, elle peut vous comment dire ne pas vous aider, on va dire ça comme ça. Donc, je m'appelle Thibaut Malfoy, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'écris en ce moment un essai, donc là, ouais, je commence à me contredire, puisque je vous dis que j'écris. J'écris un essai sur la littérature et ce qu'elle pourrait devenir aujourd'hui. Et sur le site, il y a, en plus de quelques extraits de l'ouvrage, une newsletter que je publie tous les mardis. Et en ce moment, je parle quasiment uniquement du sujet de ce soir. Et en gros, c'est une newsletter dans laquelle je documente ma pratique de l'écriture, d'une part pour moi-même, pour m'aider à y voir plus clair, et d'autre part pour aider les personnes que ça pourrait intéresser à y voir plus clair. Ouais, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et on va partir maintenant sur les questions qui fâchent. Donc, pourquoi juger ce qu'on fait plutôt que de compter sur l'imagination et l'inspiration du moment, et sur, comme ça, les trouvailles de sa sensibilité pour écrire? Parce que
s'évaluer, c'est la seule manière de progresser. Je le disais un peu tout à l'heure. Si vous n'arrivez pas à trouver les bons critères pour savoir si au bout d'une journée d'écriture ou une semaine d'écriture ou d'un mois d'écriture, vous avez avancé dans la bonne direction, vous allez à la fin tourner en rond et essayer plein de directions sans aller dans chacune au bout, et vous allez faire du surplace à la fin. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, donc je sais de quoi je parle. Donc, il faut réussir à comprendre ce qu'on veut faire avec la littérature, et il faut réussir à être assez dur avec soi-même et ne pas hésiter à beaucoup écrire et beaucoup supprimer avant de s'estimer heureux. Parce qu'il y a de fortes chances, et je suis désolé de vous l'apprendre de manière aussi brutale, que vous écrivez, pour la plupart de vos phrases, c'est pas aussi bon que ce que vous pensez. Et les bons écrivains sont ceux qui n'ont aucun scrupule à détruire énormément de travail pour garder le petit truc qui est digne, ne serait-ce que ça, digne d'être lu. Donc c'est très important. Et n'ayez pas peur de cette part très rationnelle de votre cerveau. Il y a un mythe très romantique qui veut que voilà, ça vient dans l'inspiration du moment, et seules les bonnes pages viennent dans l'inspiration du moment, et que l'analyse ou la surintellectualisation du processus va vous couper de votre sensibilité et va en quelque sorte vous inhiber. C'est pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut séparer la phase purement sensible, créative, foutraque, chaotique, de la phase hyper convergente, analytique, critique, que si vous faites les deux en même temps, à la fin, vous allez devenir fou. Mais ces deux phases existent, et il faut, même si la première est la plus importante, parce que c'est elle par laquelle arrive la matière sur laquelle on va bosser dans la deuxième phase est importante, parce que sans elle, vous allez avoir plein de bonnes choses au milieu de plein de mauvaises. Donc n'ayez surtout pas peur de réfléchir à ce que vous faites, d'essayer de comprendre ce que vous faites, et de vous dire, est-ce que en partant de vos intentions de départ, en analysant le résultat, essayez de comprendre, est-ce qu'il y a une égalité ou pas entre intention et résultat, et s'il n'y a pas cette égalité, comprendre pourquoi et essayer d'y remédier jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Et donc c'est à la fin c'est un plaisir, et c'est non seulement l'analyse ne nuit pas au plaisir, mais je trouve que ça l'affine. C'est comme les œnologues au départ, quand on goûte on déguste un verre de vin, on n'a que les tanins en bouche ou que l'acidité en bouche, et on ressent rien d'autre, et on est un peu l'air bête face à tous les experts à côté de vous qui vous disent, ah oui, mais il y a une odeur un arôme de sous-bois, ou un arôme de champignons, alors que vous ne sentez rien de tout ça. Mais c'est parce que les papilles ont besoin d'être habituées à distinguer toutes ces saveurs les unes des autres. Et tant qu'on n'habitue pas ses sens à ce degré de finesse, on saura juste que bon, ouais, c'était pas mal, quoi. Ce qui est un peu court comme jugement et comme analyse. Et le problème, c'est que la plupart des gens à qui vous allez faire lire vos textes ou votre manuscrit auront ce genre d'avis peu éclairé. Ouais, c'est pas mal. J'ai un peu décroché à la fin du chapitre 3, là, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'action. Ce qui est peut-être justement ce que vous vouliez faire, et peut-être que cette personne n'avait pas compris. Et si vous avez toujours, malgré tout ce que je viens de vous dire, peur de vous juger, de toute manière,
vous jugera à votre place. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas ce recul analytique par rapport à votre propre travail, vous n'aurez aucun argument à opposer à la pression extérieure des jugements d'autrui. Et c'est très dur quand on commence à écrire, qu'on n'est pas très sûr de soi, qu'on sait à peine ce qu'on fait, qu'on a une vague idée comme ça d'atmosphère, pas d'histoire, encore moins de personnages. Voilà, ce qui est à peu près mon cas quand j'ai commencé à écrire mon premier roman. C'est très dur de comprendre ce que les autres disent quand ils jugent votre texte. Et c'est très dur de savoir faire la part en fait des choses bonnes parce que ça va dans la direction que vous envisagez pour votre texte et donc ça permet d'améliorer ce texte et les choses à refuser parce que c'est quelqu'un qui a une autre vision de votre histoire à partir des 2-3 éléments qu'il a cru comprendre et tout d'un coup on écrit un autre livre. Donc c'est très important de savoir ce que l'on fait et d'assumer ce que l'on fait. Et c'est ça en fait ce qui, pour moi, ce qui est l'une des définitions d'un auteur. C'est quelqu'un qui assume et qui est responsable de ses choix. Mais la plupart du temps, et surtout quand on commence, encore une fois, on ne sait pas trop ce que l'on fait, donc on a peu de choix à assumer, et donc du coup on est assez perméable aux influences et aux jugements de chacun, et c'est là où ça commence à dérailler. Donc comment choisir ce qu'on fait quand on veut, entre 20 et 50 ans, se mettre à la littérature et créer une œuvre, laisser quelque chose à la postérité, créer quelque chose de personnel, quelque chose qui exprime une part intime et importante de vous, et qui ne soit pas un produit manufacturé, industriel, et que quelqu'un d'autre aurait pu écrire à votre place. Je pense que un choix doit, pour être intéressant, doit pouvoir être contredit. Si vous dites mon choix pour ce que je veux faire en littérature, c'est de, je sais pas moi, d'écrire des livres sans clichés, c'est pas un choix, c'est juste l'une des définitions d'une écriture digne de ce nom. C'est pas contradictoire, c'est pas paradoxal, c'est un choix intéressant, c'est un choix qui consiste à dire mon but pour la littérature que j'envisage, c'est de ne pas optimiser l'efficacité narrative, l'intensité dramatique, le fait qu'on prenne le livre à la première page et qu'on soit happé par sa lecture jusqu'à la dernière, mais au contraire d'accueillir le lecteur et de favoriser une certaine flânerie littéraire dans le livre et de permettre à chacun d'ouvrir le livre à n'importe quel chapitre et de le découvrir à sa manière, ce qui est plutôt ce que j'envisage de faire et qui bien sûr n'est pas du tout commun ou logique même d'une certaine manière, et pour autant c'est intéressant parce que justement ça va pas de soi. A priori un livre c'est quelque chose qui se lit du début à la fin dans un ordre logique imposé par une table des matières, etc. D'autant plus pour un roman qui a quand même un principe de linéarité. Et moi ce que je veux faire c'est exactement l'inverse, parce que je trouve que c'est intéressant, parce que je trouve que ça coïncide avec une certaine manière, une habitude de lire propre à Internet, propre au réseau, propre à nos modes de vie complètement hâtifs et pressés. Et moi, ce que je veux comprendre, c'est comment importer ça dans la littérature, et du coup, quelle forme trouver pour cette sensibilité, cet air du temps. Et donc,
une autre personne pourrait, par rapport au même constat sur nos viatifs, pourrait dire au contraire, il faut encore plus de linéarité, encore plus imposer un chemin de lecture unique et absolu, que la forme du livre soit omnipotente. Et il aurait raison, parce qu'il n'y a pas de réponse en fait. Chacun a sa manière de voir les choses, mais à l'intérieur de cette manière, il faut faire en sorte d'être cohérent et de faire les bons choix pour mener à bien son projet et faire en sorte que de cette prémisse qui est la vôtre, vous en tiriez le meilleur et que vous fassiez à l'intérieur de cette manière de faire vos propres chefs-d'œuvre et votre propre manière d'envisager de raconter une histoire ou tout simplement d'écrire un livre. Récemment, je lisais le philosophe écossais David Hume, qui est un grand sceptique, et je trouve que le scepticisme est une qualité quand on écrit, parce que justement, ça remet la réalité à sa place, qui est qu'une illusion parmi d'autres, et donc ça hisse un peu les illusions littéraires de chacun à une plus juste place. Et donc c'est une bonne prédisposition, paradoxalement, pour écrire. Et il s'est intéressé à ce qui faisait d'un jugement esthétique, ce qui faisait la pertinence d'un jugement esthétique. Et il se demandait, est-ce qu'il y a des règles, ou est-ce que les couleurs, les goûts, tout ça ne se discute pas, comme chacun sait. Et en fait, alors, il en arrive un peu à dire, ça dépend, donc ça ne nous aide pas beaucoup. Mais en fait, c'est au lieu de dire que le goût est subjectif et du coup, on ne peut pas discuter des goûts et des couleurs de chacun, en fait, il en arrive à une position un peu plus nuancée, si j'ai bien compris, et en tout cas c'est la mienne, que le goût est relatif à une époque, relatif à un pays, relatif à un contexte. Et à l'intérieur de ce contexte, il y a des règles qui permettent de juger les tentatives de chacun de faire tel art ou telle œuvre. Et du coup, cette relativité permet, malgré elle, d'arriver à un débat, d'arriver à un dialogue sur des questions esthétiques. Dialogue sans lequel chacun serait livré à lui-même et on n'arriverait pas à réfléchir sur nos propres pratiques, et du coup il n'y aurait pas de vie littéraire possible. Et c'est pour ça en fait qu'il y a par moments des discontinuités dans l'histoire littéraire qui sont qu'on appelle un peu hâtivement des révolutions littéraires, mais juste des transformations du goût, des changements de sensibilité, de l'ère du temps. Et tout d'un coup, après la Révolution française, le paradigme n'était plus le même, la raison n'est plus ce qui est le critère ultime du goût, la qualité expressive d'une œuvre est beaucoup plus importante que son équilibre interne, structurel et ce qu'on appelle le bon goût de manière un peu rapide. Et de la même manière, avant le surréalisme, on avait l'impression que ce qui justifiait la réussite d'un romancier, c'était l'impératif de vraisemblance, que voilà, ça avait l'air réel, crédible, tout ça, et à partir à peu près, ça commence un peu avant la Première Guerre mondiale, mais à partir du début du XXe siècle, il y a des gens qui, comme ça, font n'importe quoi avec la littérature, importent dans le domaine de l'illusion qu'a priori ce besoin de vraisemblance importe des éléments du rêve et du coup fragilise cette vraisemblance, mais parce que finalement c'est pas ça qu'ils veulent faire, c'est autre chose. Et les gens qui sont dans le paradigme précédent n'arrivent pas à comprendre et disent que c'est n'importe quoi, que
C'est de la même manière que les gens qui jugent d'un art en avance sur leur propre, enfin en avance sans aller jusqu'à parler de progrès, mais en avance dans le temps sur leur propre sensibilité, n'arrivent pas à comprendre, je ne sais pas quel peintre abstrait, et disent que leur enfant de 7 ans pourrait faire de même. Parce que leur critère n'est pas le bon pour juger ces œuvres-là. Et tout est une question de critère, et ce critère est dépendant du contexte de création de l'œuvre et de réception de l'œuvre. Et il faut donc faire attention à ce que l'on fait et à ce que veulent faire les auteurs de ces œuvres pour bien les comprendre. Et dans le choix des personnes à qui vous demandez conseil quand vous écrivez, c'est un choix très important. Est-ce que la personne en face a le recul nécessaire pour se demander ce que j'ai essayé de faire, ensuite si j'y arrive, et dernièrement si entre ce que j'essaie de faire et le résultat, il y a une nécessité. Est-ce que ce que j'essaye de faire, est-ce que j'essaie pas de réinventer l'eau chaude, et peut-être que c'est plus la peine en 2018 d'essayer de faire du surréalisme ou du romantisme ou du classicisme. Et le but d'aujourd'hui, c'est de trouver une forme littéraire qui corresponde à la sensibilité du temps. Et c'est pour ça que, dans je ne sais plus quelle lettre de ma newsletter, je recommandais à chacun d'écrire son propre manifeste littéraire, à savoir, on va dire, une liste comme ça, de déclarations, de choix que vous proposez à la littérature de votre temps, et vous dites, voilà ce que je propose pour la littérature, voilà comment j'envisage l'avenir de la littérature. Parce que la littérature ne peut pas se répéter, c'est la définition de tout art. Ce qui est littéraire, c'est ce qui change la littérature, et parce qu'il y a une sorte d'usure par l'habitude, et ce qui était expressif et ce qui transmettait la sensibilité d'un auteur du XXe siècle, à force d'être ce mécanisme, ce procédé littéraire, à force d'être répété, ne montre plus rien et émousse d'une certaine manière notre réceptivité des œuvres. Donc du coup, il faut constamment se réinventer par rapport au contexte, et choisir un certain nombre d'éléments pour déterminer la littérature en face de ce contexte-là. Et bien sûr, personne ne peut savoir prédire a priori quels choix sont les bons, et c'est pour ça que beaucoup n'en font pas. C'est pour ça que beaucoup écrivent une sorte de littérature qui prend le moins de risques possible pour éviter de déplaire, et du coup qui est pas forcément mauvaise en soi, ou qui n'est pas forcément impubliable. Au contraire, très souvent c'est ce qu'on retrouve en tête des ventes, mais c'est en rien mémorable, et c'est pas du tout ça en fait qui va infléchir le cours de la littérature. Alors après, vous faites ce que vous voulez de la littérature, vous avez les ambitions que vous avez, mais si on part du principe que le but c'est d'écrire des chefs-d'œuvre et de marquer la littérature de son temps, et que quand on pense littérature française du XXe siècle, on pense entre autres à votre nom, le but étant celui-là, il faut prendre des risques, il ne faut pas avoir peur d'être jugé, mal jugé, et voire incompris. Et pourquoi je parlais de tout ça, je ne sais plus, la délicatesse du goût. Donc voilà, prenez des risques, et surtout faites ce qui vous plaît. Si votre truc c'est de lire les livres dans n'importe quel ordre, essayez d'écrire des livres qui se lisent dans n'importe quel ordre, et n'essayez pas de faire un livre, un roman qui commence avec qui suit
la structure classique de tout scénario hollywoodien, avec un élément, un incident au début qui fait basculer le protagoniste, qui le tire hors du confort de sa petite vie d'avant, et qui le confronte à ses propres certitudes, à ses propres choix, et qui, dans une escalade de drame et une pression croissante des événements, va le pousser à révéler sa véritable nature jusqu'au... Voilà, je suis déjà épuisé avant la fin de l'histoire. Bon, n'importe quel Pixar ce sont des très bons films, hein, je ne dis pas le contraire, mais peut-être qu'on peut faire autre chose, et la diversité est l'une des qualités de la littérature. Donc faites ce qui vous plaît, si ce qui vous plaît c'est du Pixar, faites du Pixar. Et pour juger de la pertinence de ces choix, juger de la littérature tout simplement, la culture est indispensable pour comprendre ce que l'on fait et savoir où l'on va. Et dans la newsletter d'aujourd'hui, j'essayais de ressusciter ce terme très vieux jeu de canon esthétique, à savoir cet ensemble d'œuvres par rapport auxquelles, à un moment donné, à un endroit donné, on juge de la qualité d'une production. Il me semble que c'est pas inintéressant de penser à ça et de se dire, voilà, moi ce qui m'intéresse dans la littérature, dans les œuvres qui me précèdent, c'est plutôt ça, ça et ça, même si ça n'a pas forcément de rapport. J'ai essayé de comprendre en quoi ça me plaît, quels sont les rapports entre ces œuvres, en quoi ça m'éclaire sur ma propre sensibilité, et voir qu'est-ce qui me disent des possibilités qui me sont offertes pour faire de la littérature. Et c'est comme ça que, je reviens aux surréalistes, c'est comme ça que les surréalistes ont intégré à leur canon l'œuvre de Gérard de Nerval, qui, tout romantique qu'il était si à part dans le romantisme qu'aujourd'hui on considère davantage comme un précurseur du surréalisme, bien sûr grâce au travail des surréalistes, que comme un romantique pur et dur. Et c'est comme ça que la littérature se redéfinit et se réinvente. La littérature et la place des œuvres et des auteurs les uns par rapport aux autres n'est jamais fixe, n'est jamais définitive. Chaque siècle redéfinit le canon qui lui est utile, parce que chaque siècle a sa propre sensibilité. Quand je dis chaque siècle, il faudrait plutôt dire chaque génération ou chaque époque. Et le but, c'est de trouver les auteurs qui vont nous guider dans nos longues heures de cogitation et de doute, de procrastination et d'autodétestation et d'autocélébration. Et c'est important du coup de lire énormément de tout, et des mauvais écrivains comme de bons écrivains, parce que même dans les mauvais écrivains, on peut trouver comme ça une phrase qui vaut le coup d'être sauvée, parce que cette phrase, dans la structure du livre, n'a aucune importance, mais pour vous, elle a une importance très personnelle, et c'est elle qui va vous dire, ah ben tiens, ça me parle, pourquoi, comment, et tout d'un coup, vous comprenez que toute votre œuvre, ce sera l'exploration de telle thématique, ce sera... je sais pas, la mise en forme d'un tempérament à regret, ou une certaine mélancolie, ou je sais pas quoi. Donc voilà, utilisez la culture comme un espace de recul qui vous permet ensuite de juger vos propres textes. Sans cet espace, vous allez être livré à vous-même, et vous allez comme ça errer comme l'habit d'un c'est quoi un flipper, c'est ça, et vous allez passer d'un avis à l'autre, d'un avis contradictoire à un avis contradictoire, et vous ne saurez jamais ce que vous valez, vous ne saurez jamais vous évaluer, et vous n'allez jamais
exploiter une direction jusqu'à ce que finalement vous dépassiez les possibilités de cette direction et de la littérature pour faire un chef-d'œuvre raté, ce qui est le but de tout écrivain. Le premier, c'est d'écrire un chef-d'œuvre, ensuite d'aller au-delà de ce chef-d'œuvre et de rater le suivant. C'est comme ça que Burroughs, à la fin de sa vie, faisait des trucs illisibles, parce qu'à force de couper ses textes dans tous les sens et de les recoller dans tous les sens, à la fin, on perdait la moindre possibilité de comprendre le commencement du début d'une phrase ou d'un paragraphe. C'est comme ça que Joyce, à mon sens, est allé trop loin. C'est comme ça que Flaubert est peut-être allé un peu loin dans son ironie. Mais c'est en allant trop loin qu'on arrive à trouver la borne par rapport à laquelle on juge de la réussite de ce qui précède. Donc, la question qu'on va se poser, qu'apporter à la littérature, parce que ça ne sert à rien de refaire ce qu'a fait Proust, Kafka et compagnie. Et c'est ça qui est bien, c'est que beaucoup de personnes nous précèdent. Alors beaucoup de gens trouvent que ça inhibe, se dit tout a déjà été écrit, qu'ajouter à ce corpus de texte. Mais au contraire, tout a déjà été écrit, donc il faut trouver une manière inédite de le faire. Donc ça limite les options. Et tout ce qui limite les options d'un écrivain est bon à prendre. Un écrivain, ce qu'il a besoin, c'est de contrainte, c'est pas de liberté. Un écrivain comme ça qui laisse libre cours à son imagination, il va rarement faire quelque chose de très solide. Et c'est pour ça que je répète le mot choix depuis le début. Il faut faire des choix qui nous contraignent et qui nous imposent une direction, qui nous plaît bien sûr, parce que vous allez vivre dans cette direction beaucoup de temps, mais qui nous contraignent pour, à la limite de ces contraintes, faire monter le niveau et tirer le maximum de cet espace limité. Et un roman, ce n'est qu'un microcosme qui donne l'illusion de représenter la vie de tout le monde. Or, pour donner cette illusion, il faut limiter un maximum de choses, à commencer par les personnages, par les circonstances de la vie de ces personnages, par le cadre de vie de ces personnages, etc. Et si vous réussissez à contenir dans ce cadre très limité une réflexion poussée sur ces éléments, vous allez obtenir quelque chose de dense, de profond, d'ambigu, qui est une des qualités de la littérature, de contradictoire éventuellement, en tout cas de complexe. Ensuite, une fois que vous avez identifié une certaine direction à prendre, sur chaque projet, demandez-vous quel livre je veux écrire aujourd'hui, avec vos faiblesses, avec vos réussites passées. Remettez en cause vos réussites passées. Si vous avez réussi tel type de livre, essayez de tenter autre chose ou augmenter la difficulté. Il n'y a rien de pire que la complaisance pour un écrivain, et rien de pire pour un écrivain que de refaire le même premier roman pendant 10-20 ans, qui va produire une œuvre à peu près correcte, mais à peu près correcte, c'est pas tout à fait le mieux qu'on puisse attendre d'un écrivain. Profitez de vos faiblesses, c'est une de mes grandes croyances, c'est on n'est jamais aussi meilleur et personnel quand on aborde ses propres faiblesses. Alors, je ne vous demande pas de faire de l'auto-analyse, autobiographie nombriliste, mais faites ce que beaucoup d'écrivains font, métamorphosez votre vécu et votre propre ressenti, vos propres faiblesses par la fiction, et réaborder votre personnalité par la fiction. Donc, en gros, je me rends compte à 30 ans passés que j'ai une certaine tendance à m'attirer certains ennuis parce que je fonctionne de cette manière plutôt qu'une autre. C'est intéressant, ça me pourrit la vie, mais c'est intéressant.
Qu'est-ce que je peux faire avec ça comme littérature, comme sujet de roman, comme type de personnage? C'est comme ça que Stendhal fait des personnages, enfin plutôt des héros stendhaliens qui ne sont que des archétypes de sa propre personnalité. C'est comme ça que Modiano refait toujours le même livre, mais toujours d'une manière différente. Donc c'est toujours très intéressant. Et c'est ça, je pense, le plus important quand on se cherche un peu, quand on écrit, c'est d'être assez honnête envers soi-même et comprendre ce que, voilà, en tant qu'individu, en tant que personnalité, quelles sont nos failles, quelles sont nos faiblesses, parce que c'est ça qui est un élément de conflit dans vos vies, et donc du coup c'est ça qui est une source romanesque hyper riche et importante. S'il n'y a pas de conflit dans vos vies, ça va être plus dur. Il faut peut-être inverser la méthode, qui est une méthode très introspective et assez efficace avec les introvertis comme moi, et utiliser une méthode pour extravertis et faites quelque chose de très documentaire, de très extérieur à vous. En tout cas, faites quelque chose d'adapté à votre personnalité. Et je finirai par, pour être un peu plus précis, un peu plus objectif, quelques critères qui sont toujours valables, quelle que soit la littérature, quelle que soit la direction que vous choisissez, qui sont peu nombreux, donc assez pratiques, et assez peu... j'ai du mal à trouver des raisons valables de les contredire, donc c'est pour ça que j'ai des signes valables. Ces critères sont les suivants. Éviter les clichés, j'en parle à peu près tous les mois, mais il faut en parler tous les mois parce que le cliché revient dès qu'on ne se surveille pas, parce que c'est la langue de tous les jours, c'est la langue des conversations, et là depuis 40 minutes j'en ai fait plein parce que c'est largement improvisé, et si on devait parler comme on écrirait, on ne parlerait plus. Et en écrivant aujourd'hui, j'ai failli utiliser un cliché en parlant de la nécessité pour un écrivain de réviser son texte inlassablement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que les quelques éléments nécessaires à la transmission d'un sentiment ou d'une pensée. J'ai voulu comme ça me risquer à une métaphore liée à la civiculture, donc grand domaine que je ne connais pas forcément. Et je voulais dire qu'un écrivain devait émonder son texte sans me rendre compte que c'était une autre manière d'utiliser le cliché, élaguer un texte, tailler dans un texte, etc., etc. Donc je me suis contenté d'un mot beaucoup plus neutre et beaucoup plus juste, qui est réviser un texte. Voilà, quand je parlais de maniaquerie sur la manière dont on doit être sans pudeur et sans complaisance par rapport à son propre texte, ça va jusqu'à ce degré de détail, parce qu'un cliché, ce n'est qu'une image littéraire qui a subi son succès et à force d'être employée, a perdu son pouvoir évocateur. Et si vos phrases ne sont pas expressives, ça ne sert à rien de les écrire. Un autre critère, c'est le degré de confiance que vous accordez au lecteur. Alors moi, j'ai une confiance immodérée en votre intelligence et votre sensibilité, donc c'est pour ça que je n'explique jamais rien quand j'écris, et je privilégie la suggestion à l'explication. Et le truc, en fait, quand vous écrivez, c'est un processus en deux temps. C'est d'abord très abstrait, c'est qu'est-ce que je veux écrire, qu'est-ce que je veux transmettre, qu'est-ce que je veux montrer au lecteur. C'est une idée, c'est un sentiment,
c'est assez flou, assez abstrait, assez général quand on commence. Et le résultat est très concret, très particulier. C'est si, par exemple, je veux voilà, évoquer une certaine forme de tristesse, de mélancolie, de gaieté, je ne sais pas quoi, dans une histoire. Je ne vais pas dire au lecteur ce personnage est triste, gai ou mélancolique. Mon but et mon rôle en tant que romancier, c'est de trouver la manière spécifique à ce personnage et aux circonstances actuelles de sa vie d'être mélancolique, gai ou je ne sais pas quoi. Et la plupart du temps, il n'y aura même pas besoin d'écrire le mot gai, mélancolique ou je ne sais pas quoi, parce que les images que vous allez trouver, les rythmes que vous allez trouver, les équivalents en termes de situation dramatique, en termes d'attitude, de geste, de conduite, suffisent pour, après interprétation, pour que le lecteur comprenne ce qui se passe dans cette scène. Et il n'y a rien de pire pour un lecteur qu'on lui dise quoi comprendre, parce que vous lui ôtez à ce moment-là toute possibilité d'interprétation, toute richesse, toute ambiguïté, et tout simplement le lecteur n'a plus besoin de participer à la co-création de la scène qu'il lit, et donc du coup il se met en mode pilote automatique, et voilà quoi. S'il est aussi impatient que moi, il referme le livre et il se dit qu'on les reprendra plus, et sinon s'il est bon élève, il continuera jusqu'à la fin, mais il perdra son temps. Donc voilà, faites confiance au lecteur, et pour susciter sa curiosité, c'est pas un travail additif, c'est un travail soustractif. On a tendance à croire que pour happer comme ça la curiosité du lecteur, il faut en rajouter, mais au contraire, il faut n'en dire que le minimum pour se dire, mais pour que le lecteur de lui-même se pose des questions et se dise, mais ce personnage qui est attablé à ce comptoir de bar comme ça, tout seul, il y a ça et ça qui me font imaginer qu'il est seul ou récemment divorcé ou qu'il vient peut-être se faire virer de son travail, etc. Mais tout ça n'est pas expliqué, et je continue de lire pour avoir la justification ou la confirmation de mon intuition, et la curiosité et l'intérêt qu'on a pour une histoire, pour une grande part, repose sur cette tentative de validation d'a priori, d'intuition à peine consciente qu'on a en lisant. Et je ne connais pas de mécanisme plus efficace pour intéresser un lecteur que de lui taire ce que vous voulez lui montrer. Voilà, c'est un peu le peu que j'ai à dire, et c'est moins il y a de critères, mieux c'est, parce que tout critère ajoute son propre lot d'a priori, et plus c'est simple, mieux c'est. C'est pour ça que moi j'ai tendance à ne pas dire quoi faire aux écrivains que j'accompagne, c'est plutôt de les questionner, leur demander ce que eux veulent faire, et tant qu'ils font confiance au lecteur, ils peuvent faire n'importe quoi, ça fonctionnera. Mais si dès qu'ils doutent d'eux-mêmes, et donc doutent de leur capacité à intéresser le lecteur, et donc du coup doutent de la capacité du lecteur à comprendre ce qu'ils font, ils se mettent à faire n'importe quoi, à expliquer, à utiliser des clichés, et c'est là où ça commence à dérailler. Mais à partir du moment où vous fiez au lecteur, tout est possible, et c'est ce que je vous encourage de faire. Voilà, j'arrête de parler et je vous laisse me poser des questions si vous avez des questions, ou des désaccords, des doutes, des incompréhensions. Voilà, à vous. Ou pas, hein. Justement, comment faire taire ce fameux doute? Parce que finalement, c'est le plus grand, le saboteur intérieur. Alors que souvent, on pense à se dire que c'est nul, en effet, alors, objectivement, c'est peut-être pas le cas. Donc comment, justement,
situer par rapport à ça? Comment construire une confiance en soi suffisante pour faire confiance au lecteur, si j'ai bien compris? Non, enfin, se faire confiance à soi-même, quoi. Plutôt. Ouais. Voilà. Mais se faire confiance à soi-même, c'est le corollaire direct, c'est faire confiance au lecteur. Si vous faites confiance au lecteur à tel point que vous dites ouais, il comprendra, c'est bon. J'ai mis 3 indices dans le chapitre pour qu'il comprenne ça ou ça de mon personnage. Il comprendra, il est intelligent, il est sensible. Ça, c'est signe que vous avez assez confiance en vous et en votre maîtrise du métier, en votre capacité comme ça, à concevoir une scène ou un chapitre d'une manière précise pour créer un effet précis dans l'imagination du lecteur. Là, à ce niveau-là, voilà, vous faites confiance, c'est bon. Mais pour y arriver, ça demande quelques ruses par rapport à soi-même et ça demande un peu de discipline. Déjà, ne vous lancez pas dans une tétralogie interminable dont vous ne verrez pas la fin et vous allez... En fait, j'ai rien contre les tétralogies, mais le problème des tétralogies ou de toute démarche longue, c'est qu'il faut être vachement motivé et motivé par un orgueil démesuré pour se dire tout du long de l'écriture de ces 1000 pages ou de 1000 ou 3000 pages, j'écris quelque chose de valable, je me fais confiance, je fais confiance au lecteur. Il faut un peu diminuer comme ça l'écart entre le commencement et la fin et essayer de faire des petits sprints et se dire voilà, là j'ai tenté de ça, j'ai réussi, je peux aller plus loin, je peux prendre plus de risques, etc. Mais il faut y aller progressivement. Avant de vous lancer dans l'écriture d'une tétralogie, écrivez un chapitre de cette tétralogie ou une nouvelle, un recueil de nouvelles, même si c'est compliqué à publier, peu importe. Là, vous ne travaillez pas pour la célébrité instantanée, vous travaillez pour votre propre estime de vous et votre propre confiance en vous. Et voilà, vraiment, commencez vraiment de manière très modeste, très, très humble, par une page, ne serait-ce qu'une bonne page, c'est déjà énorme quand on commence, parce que et c'est très dur, parce que condenser en une page une pensée, un sentiment, un point de vue, quoi que ce soit, ça demande un art de la synthèse, de la condensation, qui est c'est un bon exercice, parce que on a tendance à trop écrire et à dire en 20 pages ce qu'on pourrait dire en 10. Donc voilà, essayez de construire des étapes en fait de validation et à un moment quand vous serez... Parce que le plus dur, c'est quand on est au milieu du gué. C'est un autre cliché, prenez-le en note. Le plus dur, c'est quand on est au milieu du gué et qu'on on a quitté la rive et on n'est pas arrivé en face. On a vraiment l'air d'être un con en tentant l'impossible, alors qu'il suffisait de prendre le pont qui était juste à côté. Mais vous, votre truc, c'est pas de prendre le pont, c'est de construire votre propre pont adapté à votre sensibilité, etc. Et quand vous êtes au milieu de ce processus, il n'y a rien pour vous dire que vous allez dans la bonne direction. Il n'y a rien pour vous dire que dans 2 siècles, on chantera vos louanges et on vous récitera par cœur dans les cours de récréation, si tant est que ça existe encore. Donc, essayez de construire comme ça des étapes successives qui... quand vous serez comme ça au milieu, vous permettront de vous dire bon, je déconne pas complètement, j'ai réussi ça, ça et ça, c'est pas mal, c'est insuffisant, mais le peu que ça représente, c'est plutôt pas mal. Là, je me suis rendu compte, et
le fait de travailler comme ça par étapes discrètes, petites, quantifiables, ça permet de vous rendre compte que vous faites fausse route. Parce qu'on fait fausse route de temps en temps, et c'est comme ça qu'on comprend quelle direction est la meilleure. C'est que au lieu de partir comme ça avec un plan d'état-major en disant voilà, c'est une tétralogie en 5 actes, c'est pas très cohérent tout ça, avec telle fin, tel personnage, etc. Essayez de vous dire voilà, si je devais résumer ça à 10 pages, à 5 pages, à 1 page, qu'est-ce que ce serait? Et donc essayer de faire un prototype ou une ébauche ou voilà, la plus petite chose qui pourrait transmettre 1% de ce que vous voulez faire. Et si vous y arrivez, ça va vous permettre à construire l'étape suivante, et ainsi de suite. Et dans le processus, vous allez vous rendre compte que à l'étape 5, ben finalement, ce que vous envisagez n'est pas du tout ce qui vous importe maintenant, que vous vous rendez compte que cette direction est beaucoup plus fertile en conflit, en potentiel, en je ne sais pas quoi, et du coup vous infléchissez le cours que va prendre l'écriture de votre ouvrage. Mais si vous ne vous lancez pas, vous ne pouvez pas savoir d'avance. Donc ça ne sert à rien de faire comme ça des grands plans d'état-major qui ne se vérifient pas, qui ne se confrontent pas à des données empiriques récoltées sur le terrain, à savoir votre propre pratique de l'écriture. Voilà. J'essaye de voir s'il y a d'autres manières de prendre confiance en soi. Se faire accompagner, trouver un mentor exigeant et bienveillant qui sait vous guider, qui sait comprendre ce que vous faites, qui sait vous guider, qui sait vous conseiller des lectures qui vous enrichiront, qui sait, par rapport à vos tentatives et à vos intentions, qui sait prendre le plus de recul que vous, parce que plus d'expérience, plus de culture, plus je sais pas quoi, et qui sait conceptualiser en quelque sorte ce que vous voulez faire et vous dire, bon ben là en fait, ton histoire d'amour d'un soir, en fait, en soi, c'est pas le sujet de ton histoire. Ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi le type A est tombé amoureux suite à une rencontre Tinder, alors que le type B a utilisé Tinder pour ce que c'est, une facilité de trouver des plans cul d'un soir. Et ça, voilà, ça permet d'avoir plus de recul et donc plus de confiance en soi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi de lire énormément et de se rendre compte que finalement beaucoup de livres sont mauvais, que beaucoup de livres sont exceptionnels et quitte à choisir les derniers plutôt que les premiers comme modèle. Voilà, et je suis pas d'accord sur comme ça un lieu commun qui consiste à dire que admirer des chefs-d'œuvre peut inhiber la créativité. Au contraire, moi il n'y a rien de plus motivant et enthousiasmant que d'aller à une exposition, de voir un bon film, de lire un bon livre, et on se dit, mais au lieu de se dire qu'il y a la mauvaise réaction face à un chef-d'œuvre, mais mon Dieu, comment faire aussi bien, ou comment l'imiter, c'est génial, ça c'est fait, mais comment faire autre chose de cette qualité, de cette envergure, de cette ampleur. Voilà, moi, comment ça marche avec moi, peut-être que d'autres personnes ici peuvent partager d'autres ruses que l'on a avec soi-même, oui. En fait, ça fait un petit peu écho aussi. Je voulais rebondir sur la nécessité en fait, de conscientiser un peu son rapport à la littérature, à ce qu'on va faire. Je pense en effet que c'est très très important.
Moi j'ai fait l'erreur, c'est de... Enfin, une erreur. J'ai montré beaucoup et fait très peu. Et ce qui fait que j'ai beaucoup justement de tous ces retours complètement contradictoires et parfois complètement à côté de la plaque. Ce qui fait que d'une certaine façon j'ai défini ce que je voulais faire, bon de façon un peu traumatique parfois, mais en fait en me rendant compte que parmi mes retours de lecteurs, il y avait des retours qui étaient vraiment, mais vraiment complètement à côté de quelque chose qui ne s'était pas fait la rencontre avec le texte n'avait pas eu lieu du tout, c'est clair. Par exemple, j'avais fait une nouvelle sur l'extrémisme religieux avec une jeune fille, une rosière du 19e qui prie pour que son amant meure pour rester pure en fait, et on m'a dit oh j'aime pas du tout les romances. Oui, j'aime pas Mozart, mais what the fuck quoi. Oui, j'ai lu ton texte, mais j'aime pas du tout les romances. Et en fait, oui, mais ça c'est. J'avais voulu faire quelque chose, ça n'a pas été compris à côté. Non, mais c'est même pas que ça n'a pas été compris, c'est juste que les gens n'ont aucune capacité d'abstraction et de recul et ne savent pas se remettre en question aussi. Et souvent, plein de bonne volonté, ils veulent vous donner un avis censément pour vous aider, mais aussi pour avoir l'air malin et intéressant et avoir quelque chose à dire, ne serait-ce que avoir quelque chose à dire, parce qu'on est terrifié des longs silences gênants. Mais il faut accepter le... C'est intéressant aussi de se construire même un recul par rapport à ces retours. Et parmi les retours, il y en a qui m'ont énormément aidé aussi. Mais d'avoir justement cette... Je dirais de ne pas faire lire avant de l'avoir fini. Oui, la nouvelle était finie, c'était une nouvelle, donc j'ai fait beaucoup de textes courts, donc c'était facile de... Oui, attendez en effet que ce que vous voulez faire lire soit à peu près définitif. Mais d'avoir justement une notion de qu'est-ce qu'on a voulu dire derrière et d'avoir verbalisé, ça aide vraiment. Aussi, ouais. Pour réussir justement à faire le tri dans les retours et voir les retours qui peuvent nous apporter, des retours qui, en l'état, vont pas nous aider à progresser en fait. C'est une façon de s'armer aussi, je pense. Oui, et puis même pour soi-même, c'est toujours la démarche aide pour comprendre ce qu'on veut faire, parce qu'au départ, on ne sait pas trop, on ne sait pas toujours. Et si, comme ça, vous avez cette discipline de formaliser la prémisse d'un livre, l'argument d'une histoire, le conflit d'un personnage, eh ben, vous allez vous rendre compte très rapidement des potentialités de tout ça, de l'inintérêt éventuel de tout ça. Vous allez vous rendre compte que finalement, ce qui paraissait génial dans votre tête est assez nébuleux et demande beaucoup de précision et beaucoup d'étapes de travail pour essayer d'y voir plus clair. Donc documentez votre propre pratique. N'écoutez personne, sauf moi bien sûr. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Vous avez peut-être une dernière question avant qu'on se quitte? Oui. Justement, parce qu'on n'a pas levé, c'est devant les propres jeux de jamais le finir. Ah oui, donc aussi, il faut se fixer, j'en parlais un peu quand je parlais d'étapes discrètes et fines dans l'écriture, il faut se fixer des deadlines régulières. Dites-vous que durant ce mois-ci, vous allez finaliser 2 chapitres ou finir l'ébauche de la progression de votre histoire, ou je sais pas quoi. Mais oui, sans la publication a une grande utilité, c'est d'en finir avec la correction, parce que en fait un livre, ce n'est jamais que l'instantané d'une sensibilité, mais comme cette sensibilité évolue au cours du temps, si vous étalez le livre sur trop longtemps, vous allez devoir le réécrire continuellement pour être à jour, et c'est insupportable. Alors après, les longues périodes d'écriture, il faut être aussi fou Proust pour je sais pas, il a mis
la maturation de la recherche, c'est un truc de dingue. Mais les très longues maturations, pour les livres comme pour les vins, permettent d'obtenir des structures, une densité, une profondeur inégalables. Mais si vous n'êtes pas hyper discipliné et hyper cohérent, et vous avez une vision certaine et vous en changez pas, il y a de gros risques à la fin, ça finisse dans un tiroir, quoi. Donc, et surtout quand on commence, parce qu'on veut faire forcément, c'est le premier livre, on veut que ce soit génial, on veut révolutionner toute la littérature sans comprendre le commencement du moindre mécanisme narratif ou de comment ça fonctionne. Et peut-être qu'on subit le contre-coup de ses ambitions, mais ça part de bonnes intentions. Et donc il faut être hyper... il faut restreindre en fait l'amplitude de son travail. Et au lieu de faire une grande fresque familiale sur 3 générations tout au long du XXe siècle, qui traverse les vicissitudes du totalitarisme et de l'obscurantisme ou de je ne sais pas quoi, raconter la journée, le mois ou l'année d'un ou deux personnages avec un conflit intéressant, et aller au bout de ce conflit. Et voilà. Dès que vous avez conflit, de toute façon, c'est jackpot, c'est chercher le conflit, chercher le problème, éviter les bons sentiments, éviter le bonheur, éviter tout ce qui fait, tout ce qui est statique. Le bonheur est statique, même s'il s'envole rapidement. C'est quand il commence à disparaître que ça commence à devenir intéressant. Donc voilà, pensez microcosme, pensez réduction d'amplitude. Mais voilà, choisir un petit nombre d'éléments, mais aller au bout de ces éléments et exploiter toutes les interactions possibles entre ces différents éléments. Voilà, ça sert à rien d'avoir 10 thématiques dans votre livre et que elles soient pas fouillées ni abordées de manière cohérente et judicieuse tout au long de l'histoire. Prenez 3 thématiques, entrelacez-les comme dans un système de contrepoint, comme une fugue de Bach, et là vous avez une résonance intérieure, une cohérence intérieure, une sorte d'écho qui résonne de proche en proche, et c'est ça qui forme la solidité et la profondeur d'une œuvre. Voilà, bon, j'arrête parce que je peux encore en parler pendant 1 heure. Je vous remercie d'être venu. N'hésitez pas à m'écrire, vous pouvez m'écrire à thibaut@contrefort.me ou m'écrire via Meetup, je réponds toujours. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci encore et passez une bonne soirée.